Alors s'il y a un sujet qui nous rassemble tous, c'est la succession, parce que c'est pas une nouvelle, on va tous mourir un jour. Et quand on veut optimiser sa succession, il existe quand même quelques astuces, surtout si on n'a pas d'héritier en direct. Et une de ces astuces, une de ces possibilités, c'est le legs en duo. Alors le legs en duo, ça paraît technique, parfois on ne sait pas trop ce que ça implique. Alors on a posé toutes nos questions à Denis, aujourd'hui, qui va nous raconter son histoire, et à Jérôme Hoth, qui est notaire. Bonjour à tous les deux. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. Alors Denis, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à planifier ta succession ? Oui, c'est une réflexion, une planification, c'est encore un peu tôt, mais c'est réfléchir. Donc c'est réfléchir à bientôt 55 ans, réfléchir un petit peu à comment transmettre un petit héritage quand on n'est pas marié, quand on n'a pas d'enfant. Mais j'ai des neveux, j'ai quand même de la famille, et donc c'est essayer de trouver la meilleure solution, excessivement, enfin surtout, le point de vue financier, puisque c'est là où on est le moins au courant, je veux dire, le Kidam est le moins au courant. Donc voilà, essayer de me renseigner, trouver des informations pour choisir la meilleure méthode. Et qu'est-ce qui a été l'impulsion qui t'a fait te poser les questions ? C'est le fruit d'une réflexion ou à un moment c'est un contact avec ton notaire ? Comment ça s'est passé ? C'est une réflexion personnelle et après un avis justement au notaire, bien entendu, pour savoir dans quel cadre on peut fonctionner. Jérôme, je me tourne vers toi. Quel est le rôle du notaire dans la planification de sa succession ? Ce sera d'abord un rôle d'écoute, pour d'abord voir effectivement ce que, ici dans notre cas, Denis souhaite. C'est une première discussion pour voir un petit peu où le client va, ce qu'il souhaite, ce qu'il a envie, qui il a envie d'avantager, quelles sont ses aspirations. Et une fois qu'on a écouté ça, c'est pouvoir expliquer au client les différentes possibilités. Vu la fiscalité parfois importante, quand effectivement, comme dans le cas de Denis où il n'y a pas d'enfant, qu'on arrive déjà dans des personnes qui sont des neveux et nièces, voire on va dire des étrangers par rapport donc quelqu'un qui n'a pas de liens familiaux et dont les taux de taxation sont les plus importants. Et donc de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les différentes possibilités, les différentes techniques pour pouvoir transmettre de la meilleure des manières. Alors Denis, tu as déjà eu toi, cette première discussion avec ton notaire. Qu'est-ce qui a été décidé un peu concrètement ? Dans mon cas, il n'y a pas des dizaines de possibilités en fait, qui s'offrent à moi. Donc pour revenir sur le sujet juste direct, c'est que moi j'ai 4 neveux. Il y en a un dont je suis parrain. Mais voilà, mes frères et sœurs, on a une très bonne ambiance familiale, mais on ne se voit pas souvent. Et ce neveu dont je suis parrain, j'ai pas fait des tas de choses pour lui. Et donc voilà, c'est un petit peu le privilégié, lui, un petit peu. Donc on est sur une relation qui n'est pas directement des enfants, etc. Donc il faut trouver des solutions. Et une des solutions que m'a proposé le notaire Maître Hoth ici présent, c'est donc le legs en duo, ou le duo-leg, comme on dit. Voilà. Mais je pense qu'il sera mieux à même que moi à l'expliquer. Alors Jérôme, explique-nous un peu, c'est quoi ce fameux legs en duo et quand est-ce que c'est le mieux pour l'utiliser ? C'est en fait un double principe. Il y a le mot duo dans le legs en duo. Et donc effectivement, l'idée c'est que ici Denis veut avantager des neveux ou un de ses neveux, donc ça c'est encore en réflexion, mais il veut quand même léguer une partie de son patrimoine à des personnes qui seront taxées, ici dans son cas à Bruxelles, à 70% au-delà de 175 000 €. Donc, c'est des taxes importantes et effectivement, Denis m'a dit j'aimerais bien qu'il ait un peu plus que 30 ou 35% dans son escarcelle. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai été taxé jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir transmettre mon patrimoine et de peut-être lui transmettre plus que ce que lui devrait payer aujourd'hui ? Et donc, dans la réflexion qu'on est arrivé à avoir ensemble, le duo-leg, donc les neveux, et l'autre personne du duo, c'est en fait une institution, une fondation qui a un but social ou en tout cas un but caritatif, qui ont en fait des taux d'imposition beaucoup moins importants. Ils sont un peu différents en fonction des régions, mais à Bruxelles, c'est 7% de taxation. Et ce qui permet en fait de léguer à l'institution, qui aura donc un objet qui convient à Denis, et ça, Denis, dans la réflexion aussi, finalement, qu'est-ce qui était pour moi important dans tout ce qui est caritatif, qu'est-ce que je peux moi aider dans le caritatif, et ce qui me permettrait en même temps d'avantager
en tout cas de donner un peu plus que ce que la fiscalité elle permet à la date d'aujourd'hui à mes neveux ou en partie à mon filleul. Et donc, l'idée, c'est de désigner l'institution légataire universelle, à charge pour elle de léguer 50%, par exemple, ou un peu plus ou un peu moins, mais une quotité qui est aux environs de 50% net du patrimoine aux neveux, à charge pour cette institution, en plus, de payer les droits de succession du neveu et de supporter ses droits de succession à elle. Et donc, quelque part, et l'institution et le neveu seront gagnants ici, dans la mesure où le neveu recevra un peu plus et l'institution bénéficiera également d'un soutien. Et on sait ô combien c'est important dans notre pays de pouvoir aider ces institutions. C'est comme ça qu'elles vivent à la date d'aujourd'hui, c'est les dons. Et c'est une manière de donner, on va dire en partage, en duo, et à l'héritier qu'on va avantager, et à un objet caritatif qui vous touche personnellement et qui vous permet de faire d'une pierre deux coups, de faire une bonne action en même temps, aussi bien pour la personne que vous voulez avantager que pour l'institution en question. Pour préciser, parce que je pense que c'est vraiment un détail important, donc un legs en duo, c'est toujours avec une association caritative. Tout à fait, qui bénéficie de taux réduits, parce que sinon, le but, on va pas dire que c'est pas le but fiscal, mais en tout cas, le but de payer un peu moins d'impôts, tout en avantageant, parce que c'est le but, c'est je veux donner à quelqu'un et je veux faire, entre guillemets, une bonne action, je veux aider aussi le système caritatif belge, eh ben, ça nous permet de faire les deux en même temps. Très clair, mais quelles sont les étapes qu'on met en place alors ? Parce que j'imagine qu'on n'écrit pas juste dans son testament, voilà, je fais mes dons à l'association et qu'elle se débrouille. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, on peut le faire comme ça. La seule chose, je pense que c'est la démarche où Denis est occupé aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur. Et puis moi, j'invite souvent la personne à prendre contact avec l'institution qu'elle veut avantager pour finalement, au sein d'une même institution, si par exemple on va vers la recherche, au niveau de la recherche, il y a la recherche sur le cancer. Cancer, il y a plusieurs types de cancer. On peut être touché parce qu'on est touché par une maladie ou parce qu'un proche a une maladie particulière, vouloir aider vraiment un domaine bien particulier. Et donc, c'est prendre contact avec l'institution qu'on va avantager pour dire, moi, je veux que ce que je vous donne, ce que je vous donnerai, ce que je vous léguerai plutôt, aille à tel type de recherche, à tel type d'activité. Et donc, c'est prendre le contact aussi. Il faut savoir que différentes institutions ont des minima, donc, parce que pour des frais de fonctionnement, eux, en interne, ne prennent pas des legs plus modestes. Et donc, à ce niveau-là, c'est important aussi de s'assurer que l'institution va accepter le leg, parce que sinon, si elle ne l'accepte pas, finalement, toute la construction qui est mise tombe par terre. Et ça, c'est peut-être un peu embêtant. C'est ça, parce que j'imagine que pour l'institution, c'est aussi tout un volet administratif à mettre en place. Donc... Tout à fait, d'autant que s'il y a un bien immobilier, il faudra le vendre. Donc, il faut quand même une cellule qui soit à même de pouvoir vendre, même si le notaire, souvent, va prendre le relais. Mais voilà, c'est en fonction de l'organisation interne. Et ça, c'est plutôt les institutions elles-mêmes qu'il faudra interroger, parce que l'une institution n'est pas l'autre. Et chaque institution a ses particularités. Il y a des grosses, il y a des plus petites. Il y a des plus petites qui se débrouillent très bien. Et des plus grosses qui, parfois, n'ont pas les services ad hoc. Donc, c'est ça qui est important, d'être sûr que quand on donne, quand on lègue, on reçoit de l'autre côté. Il faut essayer de prêt à le recevoir. Et voilà, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là. C'est que quelqu'un de très, très riche avait légué une somme très, très importante à des bonnes sœurs qui l'ont refusé parce qu'elle dit, voilà, c'est pas dans nos... D'abord, c'était peut-être pas dans leurs vœux, etc. Elles ne savaient qu'en faire. Et donc, elles ont préféré que ça aille à quelqu'un d'autre, qu'elles n'avaient pas la capacité, en fait, de pouvoir gérer ça. Et donc, voilà. Donc, c'est important d'être certain que la personne qui va recevoir, que l'institution qui va recevoir, aura les moyens de pouvoir gérer la succession, certainement avec l'aide d'un notaire. Ou parfois, ça peut être utile de désigner ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire, une personne qui peut être le notaire ou une personne de confiance, mais qui s'y connaît un petit peu, qui, elle, va prendre les choses en main, qui va gérer, en fait, toute la succession. Et en gros, à ce moment-là, l'institution n'aura rien à faire, puisque c'est l'exécuteur testamentaire qui aura tous les pouvoirs d'agir. J'imagine qu'on peut avoir une institution en tête et la contacter. Si on n'a aucune idée de à qui donner, où est-ce qu'on peut trouver ces institutions ? C'était ma question.
Je me demandais justement, parce que on est vite dans le brouillard. Le caritatif, on comprend tout ce que ça veut dire, mais est-ce qu'une ASBL à objet social, etc., est considérée aussi comme une œuvre ou pas, ou peut rentrer dedans je dis n'importe quoi, mais je pense, par exemple, bêtement, les Restos du Cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans ce genre de système, ou il faut vraiment quelque chose de plus gros, de plus légal, de plus caritatif, vraiment? De nouveau, je pense que ta question est tout à fait pertinente. Alors, le Resto du Cœur, il faudra peut-être téléphoner au Resto du Cœur. Personnellement, je pense que oui. Mais il faut prendre contact. Et je sais qu'il y a différents sites, dont notamment because.eu, où différentes institutions sont répertoriées. Et ça permet d'avoir, si on n'a pas vraiment d'idée, on a des idées de ce qu'on veut, mais on ne sait pas qui. Est-ce que la personne, comme on disait, est-ce que la personne va savoir gérer ce que je lui demande? Parce qu'en gros, moi, ce que je veux aussi, c'est que surtout mon neveu, mon filleul, il puisse profiter aussi, que ce ne soit pas finalement mal géré, prendre contact et finalement avoir une relation de confiance avec la personne qu'on aura et de s'assurer qu'effectivement tout est en ordre. Et l'immobilier, lui, est d'office toujours vendu? Alors non, tout à fait. Ça dépend un petit peu de ce que représente l'immobilier par rapport à l'ensemble du patrimoine. C'est clair que si par exemple l'immobilier représente 50% du patrimoine, on peut très bien dire je lègue 50% avec une priorité pour le bien immobilier qui revienne à mon neveu. Et donc lui, il aurait le bien immobilier et tous les autres avoirs seraient pour l'institution. D'accord. Donc tout ça, on peut définir, vraiment. On peut tout définir et on prévoira, c'est au notaire alors de vraiment mettre des choses en place. Par exemple, si finalement au bout du compte, l'immobilier n'est plus suffisamment, est trop important, qu'il faudra peut-être quand même le vendre. Mais donc, effectivement, comme tu dis, il faut dire ce qu'on veut. Et en fonction de ça, on va essayer de construire le testament qui correspond le mieux à ce qu'on veut. Et si c'est le but finalement est de léguer ce bien, voir dans quelle mesure c'est possible via le duoleg. Si on choisit une fondation telle que Bordet, la fondation Reine Fabiola, des choses, des grosses fondations, des grosses institutions caritatives, j'imagine qu'elles ont déjà été amenées à faire ce genre de choses. Certainement. Ont déjà donc forcément une petite branche administrative qui va se dédicacer à ça, et que la petite ASBL du coin n'a pas la structure peut-être pour faire tout ça, mais ça ne l'empêche pas de peut-être l'imaginer. Effectivement, les grosses structures ont la plupart du temps des sections administratives qui permettent de gérer ce genre de choses. Parfois, des petites institutions, ils n'ont pas le service, mais ils ont la personne chez eux qui sait le faire. Et c'est parfois plus simple. Alors. J'ai une fois une cliente qui a été dans justement dans un genre de petite fondation, une petite ASBL, mais la personne qui était là a tout géré elle-même parce qu'elle était à même de le faire. C'est sûr que si cette personne-là après n'est plus là au moment du décès, peut-être que ce n'aurait pas été géré de la même manière. D'où parfois l'utilité dans la désignation de l'institution, d'en mettre peut-être une ou deux avec le même type d'objet ou de ce qu'on veut développer en deux ou trois. Comme ça, on est sûr que si c'est d'une plus petite en premier, parce que ça te touche vraiment et tu as des liens importants, mais elle disparaît, au moins on peut toujours mettre une deuxième ou une troisième institution qui a peut-être plus de chances à être pérenne. Référence. Voilà, exactement. Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure 50% ou un peu plus, mais quelle est la limite? Y en a-t-il une? La limite va être que l'institution doit recevoir quelque chose, et un minimum, puisque ça va occasionner des frais chez elle, de toute façon. Donc, si au bout du compte, elle n'a rien, elle ne va pas collaborer. Donc, voilà. Le but, c'est quand même aussi donner à l'institution. Donc ça, c'est en fonction du patrimoine et de la discussion qu'on va avoir, et en fonction de l'héritier, parce que ici, c'est ton neveu, donc c'est quelque part, on est entre guillemets qu'à 70%. Si ça avait été un tiers, ça aurait été 80%. Donc, en fonction de ça, on peut, je dirais, la limite pour que l'ASBL, la fondation, ait quelque chose, varie quelque peu. Et ça, de nouveau, on peut adapter. C'est en fonction des taxes alors, en fait. Voilà, en fonction de la taxation finale de la personne que tu veux avantager au bout du compte. C'est ça qui va déterminer un peu plus ou un peu moins. Mais en général, 50%, c'est certain que l'institution reçoit. C'est sûr que quand on a un neveu, on peut peut-être aller un peu plus loin, un peu plus haut, donc un peu plus pour le neveu,
tout en respectant une quotité suffisamment importante pour l'institution. C'est la somme finale qui va déterminer ça, en fait. Oui. La somme du patrimoine. Voilà, final. Exactement. Est-ce que tu as des conseils, du coup, plus précis pour qu'un legs en duo soit réussi? Les 3 conseils principaux qu'on peut donner, c'est bien le préparer. Donc d'abord, en amont, c'est le premier, c'est avoir cette réflexion soi-même. La deuxième, c'est bien préparer la rédaction du testament avec le notaire pour qu'il soit au plus juste. Peut-être envisager aussi dans la rédaction du testament, tiens, au moment où je décède, ou en fait, je suis parti en vacances avec mon filleul et puis on décède tous les deux. Qui vient à la place du filleul? Parce que voilà, il y en a d'autres, il y a les autres. Ou s'il y en a 3, voilà, donc peut-être dire si la personne qu'on désigne, qu'on veut, si elle n'est plus là. Et ici, si je prends le cas extrême, Oui, on ils pourrait décèdent dire tous alors... les deux en même temps, qui d'autre? Voilà, donc ça c'est important. Et la troisième, c'est, comme j'ai dit, c'est prendre contact avec l'institution pour s'assurer que ce qu'on met en place va être accepté au moment du décès. Et est-ce que ça doit être déterminé à l'avance, ou je pourrais dire, OK, à mon décès, je veux qu'il y ait un legs en duo, mais débrouillez-vous avec qui? Non, il faut dire qui. Il faut désigner. Le testament doit être... il faut désigner la personne à qui on veut léguer son patrimoine. L'institution aussi, quoi. Pas uniquement la personne humaine il faut de la famille, toutes les personnes, mais l'institution aussi doit être déterminée, d'où l'importance de faire un ordre de préférence un petit peu au cas où ça ne fonctionne pas. Que ce soit pour l'institution ou pour les légataires, le neveu, les autres, si jamais il n'y a pas. Parce qu'ici, Denis, c'est vrai, on ne pourrait pas dire, OK, je cède à mon filleul dans la condition que ce soit un legs en duo et que ça parte dans une association. Donc ce serait au neveu, au filleul de s'organiser. Non, on ne fait pas ça. Non. On doit tout faire soi-même. Ouais. Et est-ce qu'il y a des conditions, des restrictions légales à respecter? Non, il n'y a pas au niveau légal, non. Ce qu'il faut s'assurer, c'est effectivement la taxation. Et pour la petite parenthèse, le duo-leg était en Belgique avant la régionalisation. Il y a eu la régionalisation au niveau de la fiscalité, au niveau des droits de succession. Et il faut savoir qu'en Flandre, à la date d'aujourd'hui, le duo-leg n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'est plus praticable dans la mesure où l'administration fiscale n'accepte plus ce genre de système et donc va taxer la totalité en droit de succession dans le taux. Alors eux ont réduit les taux, puisque le taux maximum en Flandre c'est 55. Faudra se poser la question maintenant avec les annonces qu'on a eues de cette nouvelle législature en Wallonie, où ils ont parlé de réduire les taux de 50%. Ça voudrait dire que les tiers qui sont taxés au-delà d'un certain montant à 80%, ça va devenir 40%. Peut-être que là, on pourra peut-être donner un peu plus, soit à la personne qu'on va avantager, soit à l'institution, parce que voilà, il y a aussi une volonté de pas mal de personnes de vraiment faire un geste et de dire, mon neveu, avec ça, il aura assez, mais comme ça, au moins, j'ai autre chose pour l'institution. Donc ça, il faudra voir comment ça va évoluer. Et il faut effectivement être attentif, de voir si... le duo-leg va continuer à exister fiscalement parlant, que ce soit en Wallonie quand ils vont réformer leur fiscalité, ou à Bruxelles. On a vu qu'en Flandre, ça a disparu. Maintenant, je pense que c'est quand même un moyen de financement de toutes nos institutions caritatives très important. Et je pense que ce serait dommage de notre politique d'aller supprimer cette source de financement. Je pense qu'ils en ont un petit peu souffert, même beaucoup, je pense, en Flandre. Donc voilà. Oui, parce que ça doit être une source de revenus conséquente. Et d'ailleurs, quand on en parle comme ça, est-ce que le legs en duo, c'est quelque chose qui est fort pratiqué? Ou est-ce que les gens qui planifient leur succession n'y pensent pas spontanément? Je vais être honnête, dans tous les gens qui viennent, la plupart qui n'ont pas d'enfants et donc ils savent que ça va être taxé de manière très importante, souvent ils savent, ils ont entendu parler de ça. Ils ne comprennent pas tout ou rien, mais ils savent que c'est avantageux. Et donc, voilà, ils viennent avec quand même... Je sais qu'il y a quelque chose à faire. Et monsieur le notaire, dites-moi comment on peut le faire. Denis, je reviens vers toi. Comment est-ce que tu as mis en place du coup le processus, ou alors comment est-ce que ça démarre? Est-ce que tu en as parlé à tes proches? Comment est-ce que vous avez Non, pas encore du tout. Pour moi, c'est une première approche. Donc, c'est tout récent qu'on en parle. Le casse du jour est un petit peu un hasard dans l'actualité de cette semaine, en fait. Et bon, moi, c'est parce que voilà, je me pose des questions sur demain, sur l'avenir. Je suis quelqu'un qui a un petit profil, pour dire petit, mais je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de très riche, avec d'énormes possessions immobilières ou autres. Mais on a quand même envie, après X années de dur labeur, de laisser quand même quelque chose.
Et donc, on essaye de voir à qui on peut faire le plus plaisir, ceux qui en ont le plus besoin aussi. Je le dis franchement, en essayant d'en donner le moins à l'État, je pense qu'on en donne suffisamment déjà dans sa vie d'actif. Et donc, à un moment donné, je pense que ça suffit en Belgique sur ce côté-là. Et d'ailleurs, je me pose cette question de savoir est-ce qu'il y a un réel projet de loi de revoir tout ça, tous ces systèmes à Bruxelles et en Wallonie aussi, ou c'est juste une phrase lancée par un politique avant les élections, ou est-ce qu'il va réellement se passer quelque chose? Parce que je me dis que si dans la première tranche à 80%, elle devient 40%, peut-être que beaucoup de gens vont délaisser le legs en duo pour retourner et donner plus aux petits-fils, aux cousins, enfin peu importe. Alors c'est probable, peut-être que certains sont poussés par la taxation très importante et c'est un moyen pour finalement donner plus. Mais il y a clairement dans les gens qui viennent me voir une volonté aussi de faire des dons. Ouais, donc sûr. Probablement ceux qui n'utilisent le Duolec principalement ou uniquement, on va dire, juste je vais payer moins, je veux que mon neveu, que telle personne ait plus dans sa poche. Et en fait, l'institution, moi je prends celle qui finalement va donner le plus à mon neveu et c'est bon. Mais voilà, je pense que alors, le pourcentage exact, je n'en sais rien de personnes qui viennent. Mais en tout cas, dans celles qui prennent ces démarches, il y a souvent quand même une volonté parce qu'elles viennent en disant c'est telle institution que je veux avantager. Donc c'est qu'il y a une réflexion vraiment derrière. Maintenant, pour répondre à l'autre question, en Wallonie, ça a été annoncé. Donc c'est le programme politique qui a été annoncé. La première mesure, elle est en matière de droit d'enregistrement pour les primo-acquérants qui va rentrer normalement en vigueur le 1er janvier. Elle n'est pas encore votée, mais ils ont dit qu'ils la voteraient. Et ils ont dit que pour 2028, les droits de succession seront réduits. C'est leur programme politique, c'est là-dessus qu'ils sont fait élire. Je pense que les hommes politiques vont quand même respecter leurs engagements. Maintenant, comment, les modalités, bon, on verra. C'est sûr qu'il y a des réalités budgétaires et donc il y aura peut-être des ajustements. Ils ont promis la moitié, mais voilà. Ça, affaire à suivre, comme tu dis. Affaire à suivre. Je vais rebondir un tout petit peu sur ce que Denis disait quand il parlait du fait qu'il était un petit profil. Je mets des guillemets parce que je pense que c'est une mesure tout à fait relative. Est-ce qu'il faut avoir déjà un patrimoine pour envisager un legs en duo, en fait? S'il n'y a rien, il n'y a pas de taxe. Donc, et voilà, et on se retrouve... et j'ai quand même de plus en plus de gens qui renoncent à des successions d'oncles ou tantes parce que où il n'y a pas grand-chose, et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et donc, par mesure de prudence, ils disent « je préfère ne rien avoir ». Donc voilà. Donc oui, il faut un certain patrimoine parce que de nouveau aussi, si on veut avantager une institution, il faut quand même lui donner quelque chose. Et si on veut donner quelque chose à son neveu, donc oui, peut-être que si le patrimoine est très faible, on va dire qu'il y a 40 ou 50 000 euros, peut-être que le Duolec ne va pas être nécessaire parce que quand même dans les tranches basses, on commence à 35. Et que donc peut-être qu'il n'y aura pas intérêt. Mais le Duolec reste intéressant si on veut quand même donner quelque chose à une institution, mais on le fera peut-être d'une autre manière à ce moment-là. Je trouve très intéressant qu'on puisse faire ça, vraiment. Donc effectivement, c'est une réflexion de dire, essayer que d'une somme de 100% de patrimoine, on puisse en léguer un maximum en évitant les taxations. Donc si on veut léguer à une personne de la famille ou une personne chère, c'est un système qui permet de le faire parce que ça fonctionne aussi si c'était quelqu'un totalement en dehors de la famille. En fait. Tout à fait. Le système est le même. Donc ça, je trouve que c'est important que l'être humain ait encore le droit de choisir ce qui va advenir de ses petits biens. Donc je trouve ça important et je trouve ça très intéressant qu'on puisse vraiment choisir l'institution dont on veut faire bénéficier le travail, la recherche ou autre. Et je pense qu'on a tous en nous des accointances, des affinités avec certains styles d'institutions plutôt que d'autres, dans différentes directions sociales ou autres, médicales ou quelles qu'elles soient. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant qu'on puisse décider de ça. Et non pas que ce soit le neveu qui décide à la fin. Parce qu'alors, ça pourrait être totalement contraire à la philosophie de la personne décédée aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Et je vais rebondir là-dessus parce que tu parles de ton neveu, etc. Donc en fait, c'est vrai que quand on parle d'héritage, il y a toujours un petit peu d'implication de la famille. J'imagine qu'il y a beaucoup de tabous encore autour de l'héritage. Est-ce qu'on implique la famille? Est-ce que tu sens que c'est tabou de parler de legs en duo? Comment est-ce qu'on met ça en place? Est-ce que Denis a tout intérêt à vraiment impliquer son filleul dans le processus ou en fait,
ça ne se fait pas. Ça va dépendre d'un cas à l'autre. Moi, je trouve que c'est important. Au-delà du dialecte, quand on parle de succession, et on voit un peu l'évolution de la société à la date d'aujourd'hui. Si on regarde la génération des années 20, 30, 40, je pense que les enfants ne savaient rien du tout. J'irais même jusqu'aux années 60. Après, petit à petit, les enfants savaient plus ou moins ce qu'il y avait, mais ne savaient pas ce qui avait été décidé. Et puis, plus en plus, moi, je vois très bien que maintenant, les générations qui viennent chez moi maintenant, les parents en parlent avec leurs enfants. Alors, il y a encore pas mal de différences. Il y a encore l'ancienne génération où les enfants disent papa ou maman, et là, je parle en ligne directe seulement, parce que même en ligne directe, on sait très bien quand on transmet de son vivant, c'est plus intéressant que par cause de mort. Les parents ne veulent rien dire. Et c'est après moi, vous verrez bien. Mais c'est parce qu'ils ont été éduqués dans cette manière-là. Je pense que toutes les nouvelles générations qui suivent sont beaucoup plus ouvertes sur la génération qui suit, sur les problématiques fiscales. On n'en parlait pas il y a 40 ans ou 50 ans, autant qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la fiscalité a changé, parce qu'il y a des opportunités de transmettre de manière différente, à des taux plus avantageux, vu que la taxation, comme disait Denis, on travaille toute sa vie, on paye déjà énormément de taxes, et en plus, ce qui reste, on nous le retaxe une deuxième fois, ou une troisième ou une quatrième fois en fonction des visions qu'on peut avoir. Donc, effectivement, je pense que c'est devenu de moins en moins un tabou, mais il y a encore des familles où c'est impossible. Il y a des familles où c'est possible, mais compliqué, parce qu'il y a des sensibilités. Voilà, peut-être que si Denis venait en parler, il va peut-être avoir des tensions familiales. J'ai déjà eu des cas comme ça où les parents ou la personne a commencé à en parler dans la famille et ça a été pire que bien. Donc voilà, c'est mieux parce que ça explique. Quelque part, ça implique aussi ici, comme dit Denis, ça impliquerait mon neveu si je le dis. Mais parfois, il vaut mieux éviter parce que ça, comme on dit, ça part en sucette. Ça part en sucette. Et je me dis aussi que lui en parler, c'est lui expliquer simplement la raison de mon choix. Mais ça pourrait être aussi de lui poser la question à lui de « Et toi, tu verrais quoi comme institution ?» Tout à fait. Parce que si finalement on a aussi un rapprochement tous les deux vers quel style d'institution on peut aller, ça bénéficie à tout le monde est content. À la fois l'institution, le donneur et le receveur. Ouais, c'est beau en fait, c'est beau. Jérôme, donc tu parlais un petit peu du tabou et tout. Tu vois, tu as un micro devant toi là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent un peu à planifier leur succession, etc. Ces gens pour qui c'est encore compliqué de faire la démarche. C'est quoi ton argument imparable qui dit si, venez chez moi? Ou en tout cas aller chez un notaire, chez votre notaire ou un notaire que voilà. Je pense qu'il faut aller voir des professionnels. On va avoir son notaire quand on y pense. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Donc et probablement, c'est vrai. Voilà, Denis a 55 ans. Oui, c'est déjà peut-être pas mauvais de se dire, tiens, si demain je décède. Alors, quand on a des enfants, c'est facile, on sait. Mais même là, on peut se dire, mais combien ça va coûter en fait? Et c'est pas parce qu'on va chez le notaire, on va peut-être ressortir en disant en fait j'ai rien à faire. Tout va très bien. Si je décède, c'est bien les bonnes personnes qui héritent. La taxation, vu mon patrimoine, c'est raisonnable. Il n'y a rien à faire. Ou il y a peut-être des choses à faire, je ne suis pas prêt. Ou il y a des choses à faire, je suis prêt. Ou ça devient urgent parce que en fait j'ai une maladie et que voilà. Donc c'est vrai que les gens viennent chez moi à différents niveaux. Malheureusement à la date d'aujourd'hui, ils viennent souvent en courant. C'est que ça devient urgent de le faire. Et donc, si je pouvais vraiment donner un conseil, c'est n'hésitez pas. Il y a déjà sur le site de notaire.be, il y a pas mal de fiches informatives. Il y a aussi un autre site, Start Ma Succession, qui est un nouveau site aussi développé par la Fédération des notaires, où on a vraiment la planification et le décès. Donc, on a vraiment avant, après. Et voilà, j'ai été le voir parce que c'est assez récent. J'ai été le voir, c'est vraiment bien fait. Il y a énormément d'informations. Je pense que c'est une bonne étape sur la première prise de conscience, mais il faut aller voir le notaire parce que chaque cas est particulier. Et voilà, je pense que les sites sont là pour faire prendre conscience. Après, il faut aller voir le professionnel pour dire est-ce que dans mon cas, ça s'applique? Qu'est-ce qui s'applique? Est-ce que c'est ce que je veux ou pas? Et si ce n'est pas ce que je veux, qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le notaire? Ou madame la notaire? Et après, la dernière étape, c'est est-ce que je suis aujourd'hui prêt à faire ce qui est peut-être le mieux ou pas? Mais je le sais que si demain, aujourd'hui, Denis, tout va bien, mais si demain, on lui dit tu
tu en as plus que pour 3 mois, bah, peut-être comme il aura déjà réfléchi aujourd'hui, il sait ce qu'il devra faire, et s'il n'a pas encore fait son testament, bah, il est déjà prêt parce qu'il aura déjà réfléchi avant, il courra pour le faire, voir peut-être d'autres possibilités de transmettre, dont on parlera probablement à un autre moment. Mais donc de son vivant, dans ces cas-là. Voilà. Si on sait que... Et ma question par rapport à ça, c'est le choix de quelconque héritage passe de toute façon d'office par un testament. Oui, parce que dans ton cas, bah, si tu décèdes, ce sont tes frères. Tu as que des frères. 2 frères et une sœur. Voilà. C'est tes 2 frères et ta sœur qui héritent. Voilà, si tu fais rien. Ouais. Voilà. Toi, tu dis, bah, moi, j'estime qu'ils ont assez, etc. Et que si je décède, c'est mon filleul, pour toutes les raisons que tu as expliquées. Bah oui, il faut faire un testament. On ne sait pas faire autrement. Il faut faire cet écrit. Voilà. Et l'écrit, c'est d'abord quelque chose qu'on fait personnel et qui après on rend authentique de par le passage chez le notaire, ou ça se fait ensemble, ou c'est d'abord une proposition, une suggestion du notaire et après on le modifie. Alors c'est dans l'autre sens. C'est d'abord toi qui va dire ce que tu veux, puis on va écrire ensemble. C'est plutôt le notaire qui va soumettre un texte sur base de ce que tu as dit en tes mots, en termes un peu plus juridiques, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interprétation possible de ce que tu veux. Et après, bah, tu as le choix, soit d'en faire un testament holographe, le notaire a rédigé le texte, tu l'écris, tu le dates, tu le signes, tu le gardes chez toi, ou tu vas le mettre chez le notaire, ou tu dis, bah, je vais faire un testament authentique, c'est le notaire qui va lui le rédiger, mais le texte, c'est nouveau, ça reste ton texte. C'est ce que tu veux, mis parfois dans des mots un tout petit peu plus juridiques. Mais la plupart du temps, les testaments, ça se veut, on le fait de manière, en langue populaire, pour que tout le monde puisse comprendre. Il faut le vulgariser. Ça doit être compréhensible aussi pour celui qui rédige, ce qu'il écrit, ce qu'il va dicter au notaire. On ne doit plus dicter, mais en tout cas, le notaire doit rédiger. Il faut aussi que le testateur il comprenne ce qu'il fasse. Donc, voilà. Il y a un coût à la rédaction d'un testament ? Il y a un coût, effectivement. Qui est quelque chose de linéaire ou bien qui est variable en fonction de si un testament, si un monsieur possède 40 sociétés, etc. J'imagine que le testament peut faire 40 pages et que pour moi, avec une demi-page, il y aura assez. Est-ce que le coût est le même ? Comment ça se calcule ? Alors, le coût de la rédaction du testament, normalement, est plus ou moins fixe. Tout va dépendre effectivement du temps réel qu'on va prendre. C'est sûr que si on fait 10 réunions, pour rédiger un testament, même une demi-page, le notaire aura travaillé peut-être pendant 10 ou 15 heures. Oui, et là, il sera rémunéré pour ça. Mais la rédaction du testament, effectivement, comme tu le dis, à partir du moment où le texte est fait, le coût est fixe par rapport à ça. Donc ça, je comprends. Et puis c'est tout à fait normal qu'il y ait un coût différent si on passe 2 heures ou 12 heures sur un travail. Hein. Et imaginons que dans 2 mois, c'est fait. On l'a fait, on l'a signé en l'étude, etc. Vous avez une copie, j'ai une copie chez moi. Je peux évidemment l'annuler totalement dans 5 ans en disant je veux faire tout à fait autre chose. Oui. C'est faisable, ça. Oui. On déchire, c'est tout Alors, si c'est un testament holographe, tu déchires. S'il n'y en a qu'un, tu le déchires, c'est tout. Si c'est un testament authentique, il faut refaire un autre testament quand même pour annuler. Annuler le premier. Parce qu'on ne sait pas déchirer un testament authentique. Bah, je pense que c'est important pour tout le monde et pour les auditeurs de comprendre un peu tout ça. C'est vrai que ça paraît très imagé, le fait de déchirer son testament. Ben, on peut. Et un document qu'on laisse chez soi, parce qu'on décide de prendre son sac à dos et de partir et qu'on ne sait pas si on va revenir, ça n'a aucune valeur, ça. Ou ça a une valeur quand même. Ça a une valeur. Donc, le testament holographe, donc on va écrire soi-même. Il y a 3 conditions pour qu'il soit valable. Il doit être écrit de la main du testateur, daté, signé. Okay. Donc si le document remplit ces 3 conditions, c'est un testament. D'accord. Et il est parfaitement valable. La seule chose, la différence entre un testament holographe et un testament authentique, c'est que le testament holographe donc, que tu vas écrire toi-même, au moment de ton décès, on va devoir le déposer, ce qu'on appelle au rang des minutes du notaire. Donc on va devoir faire un acte de dépôt pour acter le fait que c'est bien le dernier testament. Et par rapport à tout ce qui est testament, il faut savoir qu'il existe un registre central en Belgique, qui est le registre central des testaments, où tous les testaments qui sont rédigés par un notaire ou déposés chez un notaire sont répertoriés. Ça veut dire qu'il y a une trace. Il y a une trace, comme tu dis, ton neveu, il ne sait pas que tu es venu chez moi, tu décèdes, il va chez son notaire, et à ce moment-là, il habite, je ne sais pas où, à Liège ou même à Arlon, il va chez le notaire à Arlon,
Et le notaire à Arlon, il va faire la recherche. Voilà. Et la recherche va dire, tiens, votre parrain, il a été faire un testament chez le notaire Hott. Ou si je suis mort entre-temps, puisqu'on a plus ou moins le même âge, chez son successeur. Et donc, mon successeur, ce sera indiqué dans le registre que le successeur du notaire qui a reçu le testament, en fait, c'est telle personne. Et donc, à ce niveau-là, d'où l'importance, si on veut être sûr, tu disais le testament que je laisse sur ma table en partant avec mon sac à dos, si tes frères et sœurs ne sont pas très contents ou d'autres neveux ne sont pas très contents que tu en aies avantagé un par rapport aux autres, ils le déchirent, il disparaît. Il faut qu'il puisse rentrer chez moi. Oui, mais parfois tu serais étonné, tu sais. oui, bien sûr. Ouais. Mais Voilà. il peut être gardé dans un coffre ou quelque chose. Il peut être gardé dans un coffre, mais de nouveau, qui va ouvrir le coffre? Oui, c'est la famille. Voilà. Et si c'est la famille, les 3 frères et sœurs, ils se regardent tous et ils déchirent. Ouais, bien il n'y a sûr. personne qui le sait. Mais voilà, mais ce sont toutes des choses intéressantes à savoir. Ça, il faudra Notre couper, manière de mais- faire serait de laisser, si c'est un testament holographe, vu qu'il n'y a qu'une seule copie, c'est de le laisser à la personne à qui on décide de léguer. Oui, Au effectivement. moins là, c'est lui qui l'a entre ses mains. Donc, Oui, et je vais te donner je vais dire une petite anecdote. J'ai une vieille dame qui n'avait pas d'héritier. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est un de mes confrères, mais l'anecdote est connue. Et elle a donné un testament à son jardinier, comme quoi elle a institué légataire universel. Elle a donné un testament à sa femme de chambre, enfin sa femme d'ouvrage, comme quoi elle était légataire universel. Et en fait, elle a acheté un peu tout le monde, elle était très riche. Et donc tout le monde s'occupait très très bien d'elle. Et quand elle est décédée, tout le monde est venu avec son testament. c'est le dernier qui prévaut. Et ben voilà. Et le dernier, c'était une institution. Donc ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu tous les Voilà. deux. Alors qu'elle aurait pu faire un document en disant je donne 10% à un tel, 20%. Et ça aurait été bon. Mais c'était peut-être son intention de profiter de tout le monde et juste de donner tout à l'institution. Je pense. Ah voilà. Donc en fait, il y a moyen de filouter. Voilà. Donc en fait, elle est parvenue à ce qu'elle voulait faire. Exactement. C'est pas mal non plus. Mais pour ça, effectivement, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on dit. Mais, Voilà. Voilà. euh, Tout à fait. mais c'est bon, ouais, c'est intéressant. D'autres questions? Non, ça me semble assez clair, moi, sur ce sujet. En tout cas, j'avance bien, j'ai beaucoup d'informations. Ça semble parfois particulier qu'on se pose ce genre de questions, mais je pense que qui que nous soyons, un jour ou l'autre, on se pose la question, quel que soit l'âge. C'était un très beau mot de la fin, mais peut-être que tu en as encore un à ajouter, Jérôme, pour conclure cet épisode. Justement, pour être sûr que que cette dernière volonté soit appliquée, c'est aller voir le notaire. Est-ce que je dois faire un testament ou pas, dans une manière tout à fait générale? Et si je veux donner à telle ou telle personne, combien ça va coûter et qu'est-ce que je peux faire pour éventuellement donner encore un peu plus? Donc c'est effectivement aller voir son notaire avant pour s'assurer que tout sera en ordre le jour où. Merci beaucoup à tous les deux. Donc je retiens vraiment le legs en duo, on garde ça en tête parce que ça bénéficie autant aux héritiers, aux bénéficiaires qu'aux institutions. C'est assez primordial. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Denis pour ton témoignage. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez déjà mis en place un processus de legs en duo, n'hésitez pas à commenter cet épisode et sinon suivez-nous pour avoir d'autres informations.